Elle savait qu'elle ne devait pas décrocher, mais elle l'a fait quand même. Le téléphone vibrait sur la table bancale de son atelier parisien, entre les factures impayées et les dernières photos qu'elle avait développées. Élodie Laurent fixait, elle, écran d'un regard las, ses doigts encore tachés de révélateurs. 30 ans, et l'impression que sa vie s'effritait comme les murs de ce petit local du 11e arrondissement qu'elle louait depuis 5 ans. « Allô ?» Sa voix était plus fragile qu'elle ne l'aurait souhaité. « Mademoiselle Laurent, ici Valérie Dubois, assistante de direction chez Morel Industries. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Élodie ferma les yeux. Encore un client qui voulait des photos de mariage à petit prix, ou pire, des portraits d'entreprise pour 3 fois rien. Elle n'avait plus la force de négocier. « Écoutez, je traverse une période difficile. Alors si c'est pour me proposer un travail sous-payé, 5 millions d'euros. » Le silence s'installa. Élodie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Autour d'elle, les rayons du soleil d'octobre filtraient à travers les rideaux défraîchis, illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Sa réalité lui semblait soudain irréelle. Pardon ? 5 millions d'euros pour une soirée, une seule. Les jambes d'Élodie se dérobèrent. Elle s'assit lourdement sur le tabouret devant sa table de travail, regardant machinalement la lettre de mise en demeure de son propriétaire. 2 semaines pour régulariser ou quitter les lieux. « Madame, je pense que vous vous trompez de personne. Je suis photographe, pas. Nous savons exactement qui vous êtes, mademoiselle Laurent. Votre travail, votre situation financière, votre réputation irréprochable. Monsieur Morel a besoin d'une accompagnatrice pour le gala annuel de sa société. Une femme cultivée, élégante, discrète, rien de plus. » Élodie sentit sa gorge se serrer. Guillaume Morel. Ce nom résonnait dans tous les journaux économiques, mais l'homme lui-même demeurait un mystère. Milliardaire reclus, jamais vu en public avec personne depuis des années. On murmurait qu'il avait perdu sa fiancée dans un accident, mais les détails restaient flous. Pourquoi moi ? Parce que vous n'appartenez pas à son monde, parce que vous avez quelque chose d'authentique que les autres n'ont pas, et parce que vous avez désespérément besoin de cet argent. Cette dernière phrase lui fit l'effet d'une gifle. Elle regarda autour d'elle. Les appareils photos qu'elle avait dû vendre un par un ces derniers mois, les murs qui se fissuraient, les rêves qui s'amenuisaient. 5 millions d'euros. De quoi sauver son atelier, racheter du matériel, recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'il attend de moi exactement? Sourire, être charmante, jouer le rôle de la femme épanouie à ses côtés. Le gala dure 4 heures, pas plus. Vous serez habillé, coiffé, maquillé par nos soins. Une limousine viendra vous chercher. Élodie ferma les yeux. 5 millions, pour 4 heures de sa vie. Elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait légué cet amour pour la photographie, à tous ces moments capturés, ces émotions figées dans le temps qu'elle ne pourrait plus créer si elle perdait son atelier. Et après, vous reprenez votre vie. Monsieur Morel reprend la sienne, comme si rien ne s'était passé. La lumière du jour déclinait déjà. Bientôt, elle devrait fermer l'atelier, rentrer dans son studio de 25 mètres carrés, réchauffer une soupe en boîte et essayer de ne pas penser à demain. Ou bien, j'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à demain midi. Le gala a lieu samedi soir. Après avoir raccroché, Élodie resta immobile, le téléphone dans la main. Dehors, Paris continuait sa course effrénée. Les klaxons, les rires, les conversations qui se mêlaient dans la rue, la vie des autres, qui semblait si simple comparée à la sienne. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et appuya son front contre le verre froid. Quelque part dans cette ville, un homme qu'elle ne connaissait pas était prêt à lui offrir une fortune pour quelques heures de comédie. Quelque part, sa vie pouvait basculer d'un « oui » murmuré dans un téléphone. Mais à quel prix? Et tandis qu'elle observait les passants dans la rue, une question lui traversa l'esprit comme un frisson. Qu'est-ce qu'un homme pouvait bien cacher pour payer si cher une simple illusion? Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle tournait dans son petit studio comme un fauve en cage, passant de la fenêtre au canapé défoncé, du canapé à la kitchenette, incapable de fixer son attention sur quoi que ce soit. Les 5 millions d'euros résonnaient dans sa tête comme un mantra obsédant. 5 millions, pour une soirée, pour jouer la comédie. À 3 heures du matin, elle sortit une vieille boîte à chaussures de sous son lit. Dedans, des photos jaunies, des lettres, des souvenirs d'une époque où tout semblait possible. Elle en extirpa une photo en noir et blanc. Sa grand-mère Marguerite, devant son premier appareil photo, un sourire radieux aux lèvres. « Qu'est-ce que tu ferais, grand-mère » murmura-t-elle à l'image silencieuse. Marguerite avait vécu la guerre, survécu à la pauvreté, élevé 3 enfants seuls. Elle avait toujours dit qu'il fallait parfois accepter les compromis pour survivre,
mais jamais sacrifier son âme. Mais où était la frontière? Le téléphone vibra. Un message de Théophile, son ami d'enfance devenu critique d'art. « Hello, j'ai entendu dire que tu avais des difficultés. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Elle sourit tristement. Théophile la connaissait par cœur. Ils s'étaient rencontrés à l'école primaire, avaient grandi ensemble dans le même quartier populaire de Belleville, lui avait réussi à s'en sortir par les études, elle par l'art, deux chemins différents, mais une amitié indéfectible. Elle lui téléphona. « Théo, je sais qu'il est tard, mais Élodie, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix ?» Elle hésita. Comment expliquer? Comment avouer qu'elle était au bord du gouffre, qu'elle envisageait de se vendre pour quelques heures? Si on te proposait une somme d'argent énorme pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, quelque chose qui pourrait changer ta vie, mais qui te sortirait complètement de ta zone de confort, tu ferais quoi? Théophile resta silencieux quelques secondes. Elle l'entendait réfléchir, comme il le faisait toujours avant de parler. Ça dépend, c'est légal. Oui, ça a fait du mal à quelqu'un. Non, enfin, je ne crois pas. Alors la vraie question c'est, est-ce que ça fait du mal à toi? Élodie ferma les yeux. Voilà, la question qu'elle s'efforçait de éviter depuis des heures. Je ne sais pas, Théo, je ne sais vraiment pas. Élodie, tu es la personne la plus intègre que je connaisse. Si tu doutes, c'est qu'il y a une raison. Mais tu es aussi la plus courageuse. Fais confiance à ton instinct. Après avoir raccroché, elle retourna s'asseoir devant sa fenêtre. Paris S éveillait doucement. Les premiers cafés ouvrirent leurs portes. Les boulangers sortaient leur première fournée. La vie reprenait ses droits. À 9 heures, elle reçut un appel de M. Bertrand, son propriétaire. « Mademoiselle Laurent, j'espère que vous avez trouvé une solution. Je n'aime pas faire ça, mais les affaires sont les affaires. Je sais, M. Bertrand. Donnez-moi encore quelques jours, pas plus d'une semaine. Après, j'appelle l'huissier. » Élodie raccrocha, le cœur lourd. Elle regarda autour d'elle. Son atelier, ses photos, ses rêves, tout ce qu'elle avait construit en 5 ans, tout ce qu'elle était sur le point de perdre. À 11 heures, elle était encore en pyjama, assise par terre, entourée de ses albums photos, toute son œuvre étalée devant elle. Des portraits de rue, des paysages urbains, des instantanés de vie. Chaque cliché racontait une histoire, capturait une émotion. C était sa langue, sa façon de parler au monde. 11h45. Son téléphone sonnait. « Mademoiselle Laurent ?» Madame Dubois à l'appareil. « Avez-vous pris votre décision ?» Élodie regarda une dernière fois autour d'elle. Les murs fissurés, les factures impayées, les appareils photos qu'elle avait dû vendre. Puis elle pensa à Guillaume Morel, un homme qui payait 5 millions d'euros pour une illusion. Un homme qui devait porter une solitude immense pour avoir besoin d'acheter de la compagnie. Peut-être qu'au fond, ils étaient tous les deux perdus. Peut-être qu'elle ne faisait pas que se vendre. Peut-être qu'elle offrait quelque chose de précieux à quelqu'un qui en avait désespérément besoin. « Mademoiselle Laurent ?»« Oui, oui, quoi ?» Élodie prit une profonde inspiration. Elle pensa à sa grand-mère, à Théophile, à tous ces gens qui comptaient sur elle. Elle pensa à l'art qu'elle pourrait créer, aux histoires qu'elle pourrait encore raconter. « Oui, j'accepte. » Un silence. Puis, « Parfait. Une voiture passera vous prendre à 14 heures pour les essayages. Préparez-vous, mademoiselle Laurent. Votre vie va changer. » Après avoir raccroché, Élodie s'assit sur son lit et pleura. Des larmes de peur, de soulagement, d'incertitude. Elle venait de dire oui à l'inconnu, oui à un monde qu'elle ne connaissait pas, oui à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Et quelque part, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce « oui » allait bouleverser sa vie d'une façon qu'elle n'imaginait pas encore. La Mercedes noire s'arrêta devant l'immeuble des Élodie à 14 heures précises. Elle descendit, le cœur battant, vêtue de son seul ensemble correct, un jean noir et un pull en cachemire que sa grand-mère lui avait offert pour ses 20 ans. Le chauffeur, un homme des âges mûrs au regard bienveillant, lui ouvrit la portière sans un mot. « Bonjour, mademoiselle Laurent, je suis Henri. Je vous conduis chez madame Célestine Moreau. Elle s'occupe de préparer les dames pour les grandes occasions. » Élodie hocha la tête, trop nerveuse pour parler. Paris défilait derrière les vitres teintées, mais elle ne le reconnaissait plus. Tout lui semblait différent, comme si en acceptant cette proposition, elle avait franchi une frontière invisible. Ils s'arrêtèrent devant une boutique discrète du 8e arrondissement. Pas d'enseigne voyante, juste une plaque dorée. Célestine Moreau, conseil en images. Henri l'accompagna jusqu'à la porte, qui s'ouvrit avant même qu'il n'ait sonné. Mademoiselle Laurent. Une femme d'une 60aine d'années, élégante comme une gravure de mode, lui tendit la main. « Je suis Célestine. Monsieur Morel m'a beaucoup parlé de vous. » Élodie fronça les sourcils.
Guillaume Morel lui avait parlé d'elle. Mais que pouvait-il bien savoir? Entrez, entrez. Nous avons beaucoup de travail. L'intérieur était un cocon de luxe discret. Tissus précieux, miroirs anciens, parfums de rose et de bergamote. Célestine la fit asseoir dans un fauteuil de velours bordeaux et la détailla avec un œil expert. Vous êtes exactement comme il me l'a décrit, naturellement belle, mais vous l'ignorez. Madame, je ne comprends pas. Comment peut-il me connaître? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Célestine sourit mystérieusement. Monsieur Morel a ses façons. Maintenant, parlons de vous. Que faites-vous dans la vie? Je suis photographe. Enfin, j'essaie. Ah! Les yeux de Célestine s'illuminèrent. Vous voyez la beauté là où les autres ne la voient pas. C'est parfait. Vous allez comprendre ce que nous allons faire. Les 3 heures qui suivirent furent un tourbillon. D'abord, un coiffeur, Olivier, cheveux platine et gestes de fée, qui transforma ses cheveux châtains en une cascade de boucles dorées. Puis une esthéticienne, Nathalie, qui révéla, elle, éclat de sa peau avec des soins qu'Élodie n'avait jamais connus. « Vous avez une peau magnifique », murmura Nathalie en appliquant une crème qui sentait la fleur d'oranger. « Vous ne vous en occupez pas assez. » Élodie ne dit rien, mais elle pensa à tous ces mois où elle avait survécu avec 3 heures de sommeil, des repas sautés, du stress constant. Prendre soin d'elle-même était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Vint ensuite le moment qu'elle redoutait, les robes. Célestine lui présenta 3 créations. Monsieur Morel a été très précis, élégante mais pas ostentatoire, sophistiquée mais pas froide. Vous, mais en mieux. La première robe était d'un bleu nuit qui rappelait le ciel parisien à l'heure bleue. Soie fluide, coupe parfaite, décolleté subtil. Quand Élodie l'enfila, elle eut l'impression de se regarder dans un miroir déformant. C était-elle, mais pas elle. « Mon Dieu !» souffla Célestine. « Il avait raison, vous êtes éblouissante. » Élodie se regardait, incrédule. Cette femme dans le miroir C était vraiment elle. Ses yeux semblaient alors plus grands, sa silhouette plus gracieuse. Elle était belle, vraiment belle. « Pourquoi fait-il ça ?» demanda-t-elle soudain. Célestine s'arrêta d'ajuster la robe. « Que voulez-vous dire? Pourquoi payer si cher pour une soirée? Pourquoi moi? Il pourrait avoir n'importe qui. » Célestine la regarda longuement dans le miroir. « Vous savez, j'habille les femmes de la haute société depuis 30 ans. Je les connais toutes. Leur sourire parfait, leur conversation polie, leur calcul perpétuel. Vous, vous êtes différente. Vous êtes vraie. Vraie? Vous ne jouez pas un rôle, mademoiselle Laurent. Vous êtes vous-même, simplement. C'est plus rare que vous ne le croyez. » Élodie toucha délicatement le tissu de la robe. « Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je dis quelque chose de travers? Si je... » « Vous ne ferez rien de travers. Vous serez vous-même. C'est exactement ce qu'il cherche. » Célestine ajouta des bijoux discrets, des perles aux oreilles, un bracelet fin au poignet. Puis, elle se recula pour admirer son œuvre. « Parfait. Vous êtes parfaite. » Élodie se regarda une dernière fois. Cette femme dans le miroir, cette étrangère familière, allait rencontrer Guillaume Morel dans quelques heures. Elle allait entrer dans son monde, jouer un rôle qu'elle ne connaissait pas, pour une somme qui dépassait l'entendement. « Mademoiselle Laurent ?» Célestine la ramena à la réalité. « Henri vous attend. Il est temps d'y aller. » En sortant de la boutique, Élodie se sentait comme Cendrillon. Mais contrairement au conte, elle ne savait pas si son prince charmant l'attendait au bal, ou si c'est était elle qui allait sauver le prince de ses propres démons. L'hôtel particulier du 16e arrondissement se dressait devant elle comme un château de contes de fées. Henri gara la Mercedes devant une grille en fer forgé qui s'ouvrit automatiquement. Élodie contempla la façade haussmannienne, les fenêtres illuminées, les jardins parfaitement entretenus. Un monde si loin du sien qu'elle eut envie de demander à Henri de faire demi-tour. « Mademoiselle, » dit-il doucement en se retournant vers elle, « tout se passera bien. Monsieur Guillaume n'est pas ce que les journaux racontent. » Elle le regarda, surprise. « Vous le connaissez depuis longtemps? 15 ans. Je l'ai vu grandir, souffrir, se reconstruire. C'est quelqu'un de bien, vous verrez. » La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle n'ait sonné. Un majordome distingué l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonsoir, mademoiselle Laurent. Je suis Baptiste. Monsieur vous attend au salon. » Elle traversa un hall au marbre précieux, ses talons résonnant sur le sol comme un métronome. Tout respirait le raffinement, mais sans ostentation. Des livres partout, des photos en noir et blanc, quelques toiles contemporaines. Cela ne ressemblait pas à l'image qu'elle se faisait d'un milliardaire. Baptiste la conduisit vers une double porte en chêne massif. « Monsieur, mademoiselle Laurent est arrivée. Faites-la entrer. » Cette voix, grave, légèrement voilée,
comme portant le poids d'une fatigue ancienne. Élodie inspira profondément et entra. Il lui tournait le dos, regardant par la fenêtre qui donnait sur le jardin. Grand, silhouette élancée dans un smoking parfaitement coupé, cheveux bruns légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main. Quand il se retourna, elle retint son souffle. Guillaume Morel était beau. Pas de cette beauté lisse des magazines, mais d'une beauté troublante, marquée. Des yeux gris-bleu qui semblaient le porter tous les orages du monde. Une mâchoire volontaire, mais une bouche qui trahissait une vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher. Et cette tristesse, cette mélancolie profonde qui émanait de tout son être. « Bonsoir, Élodie ». Il avait prononcé son prénom avec une douceur inattendue, comme s'il le connaissait depuis toujours. Elle resta figée près de la porte, ne sachant que dire. « Vous êtes magnifique ». Elle rougit. « Merci. Vous aussi. Enfin, je veux dire. » Il sourit, et ce sourire transforma complètement son visage. Soudain, il n'était plus le milliardaire inaccessible des journaux, mais juste un homme qui semblait aussi nerveux qu'elle. « Voulez-vous boire quelque chose? Du champagne ?»« Volontiers. » Il servit 2 coupes de Dom Pérignon et lui en tendit une. Leurs doigts se frôlèrent, et elle sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. « Merci d'avoir accepté, » dit-il en s'installant dans un fauteuil en face d'elle. « Je sais que cela doit vous paraître étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. » Elle but une gorgée, sentant les bulles danser sur sa langue. « Pourquoi moi ?» Guillaume resta silencieux un moment, faisant tourner sa coupe entre ses mains. « Vous voulez la vérité ? De préférence. J'ai vu vos photos, dans une galerie de Belleville, il y a 6 mois. Vous exposiez avec d'autres artistes ?» Élodie écarquilla les yeux. « Mes photos ? Mais une série sur la solitude urbaine, des portraits de gens dans le métro, dans la rue, chez eux. Vous aviez saisi quelque chose que peu de gens savent voir. » Elle se souvenait. Cette exposition collective où elle avait vendu exactement 3 photos. Un échec cuisant qui l'avait découragée pendant des semaines. Vous étiez là ? Non. Mais j'ai demandé à quelqu'un de m'acheter toute la série. Elles sont accrochées dans mon bureau. Élodie posa sa coupe, bouleversée. Vous avez acheté mes photos ? Oui. Et depuis, je pense à la femme qui a pu capturer tant de émotions, tant de vérité. Quelqu'un qui voit la beauté dans la souffrance, qui comprend la solitude sans la juger. Ils se regardèrent en silence. Dans ses yeux, elle vit une blessure profonde, une faille que l'argent et le succès n'avaient pas pu colmater. Elle comprit soudain pourquoi il avait besoin de 5 millions d'euros pour trouver de la compagnie. Il n'achetait pas une femme, il achetait de la compréhension. « Guillaume, » dit-elle doucement, « que s'est-il passé ?» Il ferma les yeux, comme si sa question avait réveillé une douleur endormie. « Camille, ma fiancée, il y a 3 ans. Un accident de voiture un soir de décembre. Elle revenait d'une soirée de gala comme celle de ce soir. Elle m'avait dit qu'elle en avait assez de toutes ces mondanités, qu'elle voulait qu'on arrête. Et j'ai insisté pour qu'elle y aille, pour les apparences. » Sa voix se brisa. Si elle n'y était pas allée, elle serait encore vivante. Élodie sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle se leva et vint s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Ce n'est pas votre faute. » « Si. Et depuis, je ne supporte plus ces soirées. Mais ce soir, je dois y aller. Pour l'entreprise, pour mes employés. Et je ne peux pas y aller seule. » Elle comprit. Il n'avait pas besoin d'une actrice. Il avait besoin d'une encre. Quelqu'un pour l'empêcher de sombrer. « Je serai là, » murmura-t-elle. « Vous ne serez pas seul. » Il leva les yeux vers elle, et elle y lut une reconnaissance infinie. C'est à ce moment précis qu'Élodie Laurent comprit qu'elle venait de tomber amoureuse. Le grand palais scintillait de 1000 feux dans la nuit parisienne. Élodie descendit de la limousine au bras de Guillaume, éblouie par les flashs des photographes. Tout ce monde, ses caméras, ses regards scrutateurs. Elle serra instinctivement le bras de Guillaume, qui lui murmura à l'oreille « Respirez, souriez. Et surtout, restez vous-même. » Sa voix chaude contre son oreille lui donna des frissons. Depuis leur conversation dans le salon, quelque chose avait changé entre eux. Plus de gêne, plus de distance. Juste cette complicité naturelle qui semblait les unir. Ils remontèrent le tapis rouge sous les cris des journalistes. « Guillaume, Guillaume, qui est votre accompagnatrice ? Monsieur Morel, une déclaration. » Il ne répondit à aucune question, se contentant de sourire poliment, mais Élodie sentait la tension dans ses muscles. Elle glissa sa main dans la sienne et le regarda. « Tout va bien, » articula-t-elle silencieusement. Il hocha la tête, reconnaissant. L'intérieur du grand palais était transformé en un jardin de rêve. Lustres de cristal, arrangements floraux somptueux, orchestre en habits.
Le gratin parisien évoluait sous la verrière, bijoux étincelants et sourires de circonstance. « Guillaume, mon cher ami !» Un homme corpulent aux cheveux grisonnants se dirigeait vers eux, accompagné d'une femme blonde au décolleté vertigineux. « Maurice Delacroix », présenta Guillaume à voix basse, ministre de l'économie, et sa épouse, Fabienne. « Guillaume, cela fait si longtemps !» Maurice lui donna une accolade chaleureuse avant de se tourner vers Élodie avec un regard appréciateur. « Et qui est cette ravissante personne ?»« Élodie Laurent », répondit Guillaume en resserrant légèrement son étreinte sur sa taille. « Une artiste photographe exceptionnelle. »« Photographe ?» Fabienne arqua un sourcil parfaitement épilé. « Comme c'est original. Vous travaillez pour quel magazine ?» Élodie sentit le piège. Ces gens connaissaient Vogue, Harper's Bazaar, pas les petites galeries de Belleville. « Je fais surtout de l'art documentaire », répondit-elle avec assurance. « Je m'intéresse à la beauté du quotidien, aux histoires que les gens portent en eux. » Maurice parut intrigué. « Fascinating. Et comment avez-vous rencontré notre Guillaume ?» Guillaume intervint avant qu'elle ne réponde. Élodie a un regard unique sur le monde. C'est rare, de nos jours. La conversation continua, mais Élodie remarqua les regards en coin, les chuchotements. Ces gens la jaugeaient, la soupçaient, essayèrent de comprendre qui elle était. Elle n'appartenait pas à leur monde, et cela se voyait. « Excuse-moi », murmura Guillaume à son oreille. « Je dois aller saluer le conseil d'administration. Vous voulez m'accompagner ?»« Bien sûr. » Ils traversèrent la foule, s'arrêtant tous les 10 mètres pour saluer quelqu'un. Élodie observait Guillaume naviguer dans ce monde avec une aisance apparente, mais elle sentait sa fatigue, son ennui profond. Il jouait un rôle, exactement comme elle. Guillaume Morel, une voix féminine, cristalline et légèrement acide. Ils se retournèrent. Une femme d'une beauté glaciale s'approchait, robe rouge sang, diamant au cou. Très belle, très riche, très sûre d'elle. « Véronique », dit Guillaume, et Élodie perçut immédiatement la tension dans sa voix. « Maman chérie, tu m'as tellement manqué. » Véronique l'embrassa sur les 2 joues en ignorant complètement Élodie. « J'espérais qu'on pourrait discuter ce soir. De nous. » Guillaume se raidit. « Véronique, je te présente Élodie. Élodie, voici Véronique de Saint-Germain. » Véronique tourna enfin son regard vers Élodie, et ce qu'elle y lut lui glaça le sang. Du mépris pur. « Enchantée, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous êtes très différente de ce à quoi Guillaume nous a habitués. »« Véronique, commença Guillaume, mais elle l'interrompit. « Oh, ne t'inquiète pas, chérie, je comprends. Après Camille, tu avais besoin de simplicité. » Le nom de Camille tomba comme une bombe. Élodie vit Guillaume blêmir, ses mâchoires se crisper. Véronique venait de marquer un point, et elle le savait. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit Guillaume d'une voix tendue, « nous devons... » « Bien sûr. Amusez-vous bien. » Véronique éloigna, laissant dans son sillage un parfum capiteux et un malaise palpable. Guillaume était livide. Ses mains tremblaient légèrement. Élodie comprit qu'il était au bord de craquer. « Guillaume, » dit-elle doucement, « regardez-moi. » Il tourna ses yeux vers elle, et elle y vit une détresse profonde. Qui était-ce? L'ex de Camille. Elle essaie de me reconquérir depuis sa mort. Elle pense que... Sa voix se brisa. Autour d'eux, la fête continuait, mais Élodie n'avait d'yeux que pour cet homme brisé qui luttait pour ne pas s'effondrer en public. Sans réfléchir, elle posa ses mains sur son visage et le força à la regarder dans les yeux. « Vous n'êtes pas seul, » murmura-t-elle. « Je suis là, avec vous. » Leur visage était si proche qu'elle sentait son souffle sur ses lèvres. Le monde semblait s'être arrêté autour d'eux. « Élodie, » chuchota-t-il. Et c'est là, au milieu de cette foule de masques et de faux semblants, qu'elle comprit que ce qu'elle ressentait était réciproque. Mais était-il prêt à aimer de nouveau? Guillaume la prit par la main et l'entraîna vers une terrasse déserte qui surplombait la Seine. L'air frais de la nuit parisienne fouettait leurs visages, chassant l'atmosphère étouffante du gala. Au loin, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Guillaume s'appuya contre la balustrade, les mains tremblantes, le regard perdu dans le vide. « Je n'aurais pas dû venir, » murmura-t-il. « Je ne suis pas prêt pour tout ça. » Élodie s'approcha doucement, comme on approche un animal blessé. « Vous voulez partir? »« Non, oui, je ne sais plus. » Il passa une main dans ses cheveux, défaisant sa coiffure parfaite. « Véronique a raison. Depuis Camille, je ne suis plus le même. Tant mieux. » Il la regarda, surpris. « Comment ça, tant mieux? » « Parce que l'homme que vous étiez avant a laissé la femme qu'il aimait mourir seule sur une route, obsédé par les apparences. L'homme que vous êtes maintenant ne ferait jamais ça. » Guillaume encaissa ses paroles comme des gifles. «
Mais au lieu de se fâcher, il sourit tristement. Vous n'y allez pas par 4 chemins. La vie est trop courte pour les mensonges polis. Elle s'approcha encore, jusqu'à sentir la chaleur de son corps. Guillaume, regardez-moi. Il obéit, plongeant ses yeux gris dans les siens. Ce qui s'est passé avec Camille, était tragique. Mais vous ne pouvez pas porter cette culpabilité toute votre vie. Elle ne l'aurait pas voulu. Vous ne la connaissiez pas? Non, mais je vous connais, vous. Elle posa sa main sur son cœur, sentant ses battements irréguliers. Je vois l'homme que vous êtes vraiment. Généreux, sensible, blessé mais pas brisé. Et je parie que c'est cet homme-là qu'elle aimait. Guillaume ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient mal et du bien à la fois. « Pourquoi faites-vous ça ?» chuchota-t-il. « Pourquoi m'aidez-vous ?» Ce n'était pas dans le contrat. Élodie sentit son cœur s'emballer. Parce que je... Elle ne put finir sa phrase. Comment avouer qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qu'elle connaissait depuis quelques heures? Comment lui dire que les 5 millions d'euros n'avaient plus aucune importance, que tout ce qui comptait maintenant était la douleur qu'elle lisait dans ses yeux? Élodie, il leva sa main pour caresser sa joue. Vous êtes en train de tout changer. Qu'est-ce que je change? Depuis 3 ans, je survis. Je respire, je travaille, je dors, mais je ne vis pas. Et vous? Vous me donnez envie de revivre. Leur visage était si proche maintenant qu'elle sentait son souffle tiède sur ses lèvres. Le bruit de la fête leur parvenait comme un écho lointain. Il n'y avait plus qu'eux, cette terrasse, et Paris qui s'étendait à leurs pieds. « J'ai peur », avoua-t-il dans un souffle. « Peur de vous faire du mal, peur de ne pas savoir aimer autrement qu'en détruisant. Et moi, j'ai peur de vous aimer alors que dans quelques heures, tout sera fini. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Guillaume écarquilla les yeux. « Vous m'aimez » Élodie rougit violemment. « Je n'aurais pas dû dire ça. C'est stupide, je sais. On se connaît depuis quelques heures. C'est impossible. Il posa un doigt sur ses lèvres pour la faire taire. « Ce n'est pas stupide. » Sa voix était rauque, d'émotion. « Parce que moi aussi, Il n'eut pas besoin de finir. Elle le lut dans ses yeux, dans la façon dont sa main tremblait contre sa joue, dans ce souffle court qui trahissait son trouble. « Guillaume, Élodie, je ne veux pas que vous partiez demain. Mais non, écoutez-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Je sais que c'est fou. Je sais que nous venons de 2 mondes différents. Mais vous m'avez rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Quoi? L'espoir. » Et là, sous les étoiles parisiennes, avec la Seine qui murmurait en contrebas, Guillaume Morel l'embrassa. Ce N n'était pas le baiser passionné des films. Était doux, hésitant, empli de toute la vulnérabilité d'un homme qui apprend à aimer de nouveau. Élodie sentit des larmes couler sur ses joues, sans savoir si étaient les siennes ou les siennes. Quand ils se séparèrent, Guillaume appuya son front contre le sien. « Rentrez avec moi », murmura-t-il. « Pas pour l'argent, pas pour le contrat, juste pour nous. » Élodie ferma les yeux, savourant ce moment parfait où tout semblait possible. « Oui », chuchota-t-elle, mais au fond de son cœur, une petite voix lui murmurait que les contes de fées n'existaient que dans les livres. Ils rentrèrent dans l'hôtel particulier main dans la main, comme 2 adolescents qui rentrent d'un premier rendez-vous. Baptiste les accueillit avec un sourire discret. « Bonsoir, monsieur Guillaume, mademoiselle. Tout s'est bien passé ?»« Parfaitement, Baptiste. Vous pouvez vous retirer. » Le vieux majordome hocha la tête et disparut dans les couloirs silencieux, laissant Élodie et Guillaume seuls dans le grand salon faiblement éclairé. Une étrange timidité s'installa entre eux. Maintenant qu'ils étaient loin des regards, loin du monde extérieur, la réalité de ce qui venait de se passer prenait toute sa mesure. « Voulez-vous quelque chose à boire ?» demanda Guillaume, soudain nerveux. « Du thé, peut-être ?» Il sourit. « Du thé, pas du champagne ? J'ai eu assez de émotions pour ce soir. Le thé, c'est plus réconfortant. » Guillaume disparut quelques minutes et revint avec un plateau. Thé au jasmin, petit gâteau, tout disposé avec un soin touchant. Il s'assit à côté d'elle sur le canapé, plus près que la politesse ne l'exigeait. « Guillaume ?» dit-elle en regardant la vapeur élevée de sa tasse. « Ce qui s'est passé ce soir, vous regrettez ?»« Non », elle répondit si vite qu'ils en rirent de tous les deux. « Non, pas du tout, mais j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour nous ?» Il posa sa tasse et la regarda intensément. « Cela signifie que pour la première fois depuis 3 ans, j'ai envie de me réveiller demain matin. » Ces mots lui serrèrent le cœur. Elle posa sa main sur la sienne. « Parlez-moi de Camille. » Guillaume se raidit. « Pourquoi ? Parce que si nous devons avoir une chance, je dois comprendre qui elle était, ce qu'elle représentait pour vous. » Il resta silencieux si longtemps
qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, d'une voix basse, il commença. Camille était lumineuse, avocate spécialisée dans la défense des enfants. Elle travaillait bénévolement pour des associations. Elle détestait mon monde, toutes ses mondanités, ses apparences. Il sourit tristement. Elle me disait toujours que J était meilleur que ça, que je pouvais changer les choses autrement qu'en signant des chèques. Élodie, elle, écoutait, luttant contre une pointe de jalousie. Camille semblait avoir été parfaite. Comment vous êtes-vous rencontrés? Dans un café de Montmartre. Elle renversait du café sur son dossier juste avant un rendez-vous important. J'ai proposé de l'aider. Ses yeux brillaient au souvenir. Elle m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Vous êtes sûr que vous savez lire? Vous avez l'air d'un fils à papa qui n'a jamais travaillé de sa vie. » Élodie ne put s'empêcher de sourire. Elle vous avait cerné, complètement. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui ne me ménageait pas, qui me voyait tel que j'y étais vraiment, comme vous voyez quelqu'un d'autre maintenant. Guillaume tourna son regard vers elle, et elle y lut une tendresse infinie. Oui, mais différemment. Camille me poussait à être meilleur. Vous m'acceptez tel que je suis, même brisé. Ils restèrent silencieux. Dehors, Paris dormait, mais dans ce salon, deux cœurs apprenaient à se reconnaître. « Élodie, dit-il soudain, il faut que vous sachiez quelque chose. » Le ton grave de sa voix l'alarma. « Quoi? L'argent, les 5 millions, je n'avais pas l'intention de vous les donner. » Elle le regarda, interdite. « Comment ça? Était un test, pour voir si vous viendriez vraiment, si l'argent était votre seule motivation. » Il baissa les yeux, honteux. « J'ai été malhonnête avec vous. » Élodie sentit la colère monter en elle. « Un test ?» Elle se leva brusquement. « Vous m'avez fait jouer la comédie pour un test ?» Élodie, laissez-moi expliquer. « Expliquer quoi? Que vous vous êtes amusé avec moi, que vous avez voulu voir jusqu'où la petite photographe désespérée était prête à aller. Non. » Il se leva aussi, la rattrapant par le bras. « Ce haine était pas ça du tout. Au début, peut-être, mais dès que je vous ai vu, dès que nous avons parlé, lâchez-moi. » Elle se dégagea, les larmes aux yeux. J'aurais dû m'en douter. Était trop beau pour être vrai. Élodie, s'il vous plaît, ce qui s'est passé entre nous ce soir, était réel. Était-ce réel quand vous m'avez menti? Quand vous m'avez laissé croire que j'allais sauver ma vie avec cet argent? Guillaume pâlit. Vous avez vraiment besoin de cet argent? J'ai 2 semaines pour payer mes dettes ou je perds mon atelier. Tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant 5 ans. Elle essuya rageusement ses larmes. Mais vous ne pouviez pas le savoir, n'est-ce pas? Parce que pour vous, 5 millions, c'est de la monnaie de poche. Il la regarda, horrifié par ce qu'il découvrait. Élodie, je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Elle se dirigea vers la sortie. Appelez-moi Henri, je rentre chez moi. Non, il lui barra la route. Je vais vous donner l'argent. Tout de suite. Gardez votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est quoi, Guillaume? De l'amour. Elle le regarda droit dans les yeux. On ne peut pas construire l'amour sur un mensonge. Et sur ces mots, elle sortit dans la nuit parisienne, laissant Guillaume seul avec ses regrets et ses 5 millions d'euros qui, soudain, ne valaient plus rien. Élodie rentra chez elle à pied, traversant Paris dans sa robe de gala, les talons à la main. 3 heures du matin. Les rues étaient désertes, seuls quelques noctambules et les éboueurs témoins de sa déchéance. Sa belle métamorphose de Cendrillon s'effritait à chaque pas. Le maquillage coulait, les cheveux se défaisaient, et son cœur se brisait un peu plus à chaque coin de rue. Dans son studio de 25 mètres carrés, elle s'effondra sur son lit sans même se changer. Les factures impayées trônaient toujours sur sa table, la lettre de mise en demeure à côté. 2 semaines. Dans 2 semaines, elle perdrait tout. Elle pleura jusqu'à l'épuisement, puis sombra dans un sommeil agité, peuplé de robes bleues et d'yeux gris qui la hantaient. Le réveil fut brutal. Son téléphone sonnait depuis 10 minutes. Théophile. Hello? Mon Dieu, j'ai essayé de t'appeler toute la nuit. Comment ça s'est passé? Sa voix bienveillante acheva de la faire craquer. Théo, tout est fini. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 2 sanglots, elle lui raconta tout. Le gala, Guillaume, le baiser, la trahison. Théophile, elle, écouta sans l'interrompre. Ce salaud, gronda-t-il finalement. Comment a-t-il pu te mentir comme ça? Le pire, c'est que je l'aime, Théo. Malgré tout, je l'aime. Hello, mon cœur. Viens chez moi. Tu ne peux pas rester seul. Non, ça va aller. Il faut que je réfléchisse, que je trouve une solution. Après avoir raccroché, elle resta prostrée sur son lit, regardant les photos de sa grand-mère. Que dirait Marguerite? Qu'il fallait se battre, ne jamais baisser les bras? Son téléphone vibra, un message.
Élodie, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Guillaume. Elle effaça le message sans le lire en entier, puis un autre, et encore un autre. Elle finit par éteindre son téléphone. Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier du 16e, Guillaume ne tenait plus en place. Il avait appelé Henri dès le départ d'Élodie, lui demandant de la suivre discrètement pour s'assurer qu'elle rentrait bien. Le chauffeur était revenu 1 heure plus tard. Elle est rentrée à pied, monsieur Guillaume, dans cette tenue, à 3 heures du matin. Guillaume ferma les yeux, rongé par la culpabilité. Henri, vous la connaissez depuis longtemps? Mademoiselle Élodie? Quelques heures seulement, monsieur, mais, elle m'a rappelé quelqu'un. Qui? Mademoiselle Camille. La même sincérité, la même authenticité. Henri marqua une pause, mais aussi la même fragilité quand on la blesse. Guillaume s'effondra dans son fauteuil. J'ai tout gâché, Henri. Peut-être pas, monsieur. Mais comment ça? Henri sortit de sa poche une enveloppe Kraft. Mademoiselle Élodie a laissé tomber ceci en montant en voiture hier. Guillaume ouvrit l'enveloppe. Des photos. Les photos que Élodie n'avait pas réussi à vendre. Des portraits saisissants de solitude urbaine, de beauté cachée dans la tristesse, et au milieu, une photo qui lui coupa le souffle. Un homme seul sur un banc, de dos, regardant la scène. La mélancolie incarnée. En bas, une signature, Solitude, Place des Vosges, octobre 2024. Guillaume reconnut immédiatement le lieu. Et l'homme sur la photo, était lui. Henri, cette photo. Oui, monsieur, mademoiselle Élodie vous a photographié il y a 6 mois, sans le savoir. Guillaume examina le cliché. Ce jour-là, il était allé place des Vosges après une réunion difficile. Il venait d'apprendre que l'enquête sur l'accident de Camille était classée sans suite. Il s'était assis sur ce banc et avait pleuré pour la première fois depuis sa mort. Et Élodie était là. Elle avait capturé sa douleur, sa solitude, sans même savoir qui il était. Elle vous avait déjà sauvé, monsieur Guillaume, bien avant que vous ne la rencontriez. Guillaume regarda Henri, puis la photo, puis Henri encore. Comment ça? Cette photo fait partie de l'exposition que vous avez vue, celle qui vous a donné envie de la rencontrer. Vous êtes tombé amoureux de votre propre reflet dans son objectif. La vérité le frappa comme la foudre. Il ne l'avait pas choisi au hasard. Inconsciemment, il avait reconnu quelque chose dans son travail, une compréhension de sa douleur. Elle l'avait vu, vraiment vu, des mois avant leur rencontre. Henri préparait la voiture. « Où allons-nous, monsieur ?»« Chez Élodie. J'ai une vérité à lui dire, et une erreur à réparer. Et si elle refuse de vous voir ?» Guillaume regarda une dernière fois la photo. Sur ce cliché, il n'était qu'un homme brisé sur un banc. Mais Élodie avait su voir la beauté dans cette brisure. Alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il faudra, parce qu'il venait de comprendre une chose essentielle. Il ne l'avait pas choisi par hasard. Le destin les avait réunis bien avant cette soirée de gala. Restait à savoir si Élodie accepterait de l'écouter. Élodie fut réveillée par des coups insistants à sa porte. 15 heures. Elle avait dormi 12 heures d'affilée, épuisée par la nuit précédente. En ouvrant, elle s'attendait à voir Théophile. À la place, elle découvrit un livreur avec un énorme bouquet de pivoines blanches. « Mademoiselle Laurent ?»« Oui, livraison pour vous. Les pivoines, ses fleurs préférées. Comment pouvait-il le savoir ?» Elle ouvrit la petite carte glissée entre les tiges. « Ces fleurs étaient dans votre autoportrait, celui accroché dans votre atelier. Elles vous vont si bien, j'ai. » Son cœur se serra. Il avait remarqué ce détail, cette photo qu'elle avait prise dans un moment de solitude, avec le bouquet de pivoines que sa grand-mère lui offrait chaque anniversaire. 20 minutes plus tard, nouveau coup à la porte. Cette fois, était un homme en costume, une mallette à la main. « Mademoiselle Laurent, maître du bois, notaire, j'ai quelque chose pour vous. » Il sortit de sa mallette une liasse de documents et un chèque. Élodie écarquilla les yeux en voyant la somme. 5 millions d'euros. « Monsieur Morel m'a chargé de vous remettre ceci, avec ses excuses les plus sincères. Je ne peux pas accepter. Mademoiselle, regardez attentivement ce chèque. » Élodie examina le document. Il n'était pas au nom de Guillaume Morel, mais de la fondation Camille Bertrand. Monsieur Morel m'a expliqué la situation. Ce chèque ne vient pas de lui personnellement, mais de la fondation créée en mémoire de sa défunte fiancée. Une fondation qui aide les artistes en difficulté. Vous êtes la première bénéficiaire. Élodie resta bouche bée. Une fondation? Créée hier matin, juste après votre départ. Monsieur Morel a fait les démarches en urgence. Il m'a dit textuellement, Camille aurait voulu que son héritage serve à sauver l'art de Élodie. Les larmes montèrent aux yeux de Élodie. Même dans sa colère, même dans sa douleur, Guillaume avait trouvé un moyen de l'aider sans blesser sa fierté. Il y a autre chose,
continua le notaire. Il sortit une enveloppe Kraft. Il m'a demandé de vous rendre ceci. Élodie reconnut immédiatement l'enveloppe, ses photos non vendues, celles qu'elle avait perdues en montant dans la voiture. Comment? Ouvrez, à l'intérieur, ces photos, mais aussi une feuille manuscrite de L, écriture de Guillaume. Élodie, cette photo m'a sauvé la vie. Place des Vosges, octobre 2024. J était cet homme sur le banc. Vous avez capturé ma douleur et l'avez transformée en beauté. Sans le savoir, vous m'avez aidé à survivre. Ce jour-là, j'ai pleuré Camille pour la dernière fois. Grâce à votre regard, j'ai compris que la beauté existait même dans la souffrance. Vous m'avez appris à espérer de nouveau. G. Élodie s'effondra sur sa chaise. Cette photo, elle s'en souvenait parfaitement. Un homme seul, tellement élégant dans sa tristesse qu'elle n'avait pas pu résister. Elle photographiait souvent les passants, mais rarement cette mélancolie l'avait touchée à ce point. C était Guillaume. Déjà, il était dans sa vie. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Élodie? Sa voix, tremblante, incertaine. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Guillaume. Est-ce que le notaire est passé? Oui. Guillaume, je ne peux pas accepter cet argent, même venant d'une fondation. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de la pitié déguisée. Ce n'est pas de la pitié. Sa voix se fit plus ferme. C'est de la justice. Votre art mérite d'exister. Votre atelier mérite d'être sauvé. Et Camille? Camille aurait adoré votre travail. Elle qui défendait les causes justes, elle aurait été la première à vous aider. Élodie ferma les yeux. Vous manipulez mes sentiments. Non, je vous dis la vérité. Pour la première fois depuis longtemps, je vous dis toute la vérité. Silence. Puis, Élodie, acceptez-vous de me voir? Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose qui va tout changer. Guillaume, 1 heure. Donnez-moi 1 heure. Si après ça vous voulez que je disparaisse de votre vie, je le ferai. Élodie regarda autour d'elle. Son studio misérable, les factures, la lettre d'expulsion. Puis elle regarda le chèque, les pivoines, la photo où elle avait inconsciemment capturé l'homme qui bouleverserait sa vie. Où? Place des Vosges, là où tout a commencé. Elle raccrocha, le cœur battant. 1 heure plus tard, elle marchait vers la place des Vosges, ne sachant pas si elle allait vers son bonheur ou vers une nouvelle déception. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus faire comme si Guillaume Morel n'existait pas. Il était déjà dans son cœur bien avant qu'elle ne le sache. Guillaume l'attendait sur le même banc où elle l'avait photographié 6 mois plus tôt. Il était exactement dans la même position, de profil, regardant les arcades de la place, les mains croisées, mais cette fois, il ne semblait plus brisé, juste, vulnérable, humain. Élodie s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. Il leva les yeux vers elle, et elle y lut un mélange d'espoir et de peur. « Vous êtes venu. J'ai failli rebrousser chemin 3 fois. » Il sourit tristement. « Moi, j'ai failli ne pas venir du tout. » Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance prudente. « Qu'est-ce que vous vouliez me montrer ?» Guillaume sortit de sa veste une tablette. Ceci, il l'alluma et fit défiler des photos. Des centaines de photos, toutes prises par Élodie, toutes achetées par ses soins au fil des mois. « Guillaume, qu'est-ce que... Depuis 6 mois, j'achète tout votre travail, anonymement, à chaque exposition, à chaque vente en ligne. » Il s'arrêta sur une photo particulière. Celle-ci, c'est ma préférée. C'était un cliché pris dans le métro. Une vieille dame qui donnait du pain à un sans-abri. Un moment de tendresse dans la brutalité urbaine. « Pourquoi ?» chuchota Élodie. « Parce que vous voyez l'amour là où les autres ne voient que de la misère. Vous transformez la douleur en espoir. » Il posa la tablette entre eux. « Élodie, je ne vous ai pas menti hier soir. Pas sur l'essentiel. » « Et sur quoi alors? » « Sur mes intentions. Je ne voulais pas vous tester. Je voulais vous rencontrer. Mais j'avais peur. » « Peur de quoi ?» Guillaume se leva et marcha jusqu'à la fontaine au centre de la place. Élodie le suivit. Peur d'aimer de nouveau. Peur de trahir la mémoire de Camille. Peur de vous faire du mal comme j'ai fait du mal à ceux que j'ai aimés. Il se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. Élodie, je vous aime. Je vous aime depuis cette photo sur ce banc. Je vous aime depuis le premier regard échangé hier soir. Je vous aime avec toute ma culpabilité, toute ma douleur, toute ma peur. Élodie sentit son cœur se déchirer. Guillaume, mais j'ai reçu une offre hier matin, avant le gala. Il sortit une lettre de sa poche. Le poste de directeur général pour l'Asie, basé à New York, le travail de ma vie. Le monde des Élodie s'effondra. Vous partez? Je ne sais pas. Il la regarda intensément. Cela dépend de vous. De moi? Venez avec moi.
Ces 4 mots flottèrent dans l'air comme une proposition de mariage. Élodie le regarda, incrédule. « Guillaume, nous nous connaissons depuis 2 jours, et alors ?» Il s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Mes parents se sont mariés après être rencontrés 3 fois. Mon grand-père a demandé ma grand-mère en mariage le soir de leur première rencontre. L'amour ne se mesure pas en jours, Élodie. Il se mesure en intensité. Et mon atelier, ma vie, mes racines, vous pourrez créer partout. Votre talent n'appartient pas qu'à Paris. » Élodie ferma les yeux. New York, une nouvelle vie, un amour fou avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui lui semblait familier depuis toujours. Et si ça ne marche pas? Si nous découvrons que nous ne nous connaissons pas vraiment, alors nous l'apprendrons ensemble. Il caressa sa joue. Élodie, j'ai passé 3 ans à survivre. Avec vous, j'ai envie de vivre. Vraiment vivre. Elle ouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. Guillaume, j'ai peur. Moi aussi. Mais j'ai plus peur de vous perdre que de tout risquer avec vous. Il prit son visage entre ses mains. Élodie Laurent, voulez-vous venir réécrire notre histoire ensemble? À New York, à Paris, sur la Lune, si nécessaire. Elle rit à travers ses larmes. Sur la Lune, partout où vous serez, je serai chez moi. Élodie regarda autour d'elle, cette place où elle avait capturé sa douleur sans le savoir, cette ville qu'elle aimait tant, cette vie qu'elle avait construite pierre par pierre. Puis, elle regarda Guillaume, cet homme qui avait révolutionné son existence en une soirée, qui l'aimait avec ses failles, qui transformait sa peur en courage. « Guillaume, oui, quand partons-nous » Il écarquilla les yeux. « Vous acceptez ?»« J'accepte de vous suivre au bout du monde, mais à une condition. » « Laquelle ? Plus jamais de mensonges, plus jamais de secrets. Promis. » Il la souleva et la fit tournoyer, riant comme un enfant. Promis pour l'éternité. Quand il la reposa, ils s'embrassèrent de nouveau. Mais cette fois, ce N était plus le baiser hésitant de la veille. C était le baiser de 2 âmes qui venèrent de choisir de s'envoler ensemble vers l'inconnu. Et dans cet embrassement, Élodie sut qu'elle venait de prendre la décision la plus folle et la plus juste de sa vie. Manhattan, 6 mois plus tard, Élodie posa son appareil photo et observa les gratte-ciel de New York depuis la terrasse de leur appartement de Soho. 6 mois depuis cette soirée de gala qui avait bouleversé sa vie. 6 mois depuis qu'elle avait tout quitté pour suivre un homme qu'elle aimait d'un amour fou et rationnel à la fois. L'appartement était un mélange parfait de leurs 2 univers. Les meubles design de Guillaume côtoyèrent ses photos en noir et blanc. Les livres d'art d'Élodie se mélangeaient aux dossiers financiers. Leurs vies étaient entremêlées naturellement, comme si elle n'avait attendu que ça. « Tu regrettes ?» Guillaume apparut derrière elle, l'enlaçant tendrement. Il sentait encore ce parfum boisé qui l'avait troublé dès la première seconde. Mais maintenant, il portait aussi l'odeur du café qu'il préparait chaque matin et celle de l'eau de Cologne qu'elle lui avait offerte. « Jamais !» répondit-elle en se blottissant contre lui. « Et toi? Comment pourrais-je regretter? Tu as transformé ma vie en œuvre d'art. » Elle sourit. Guillaume avait raison. Leur histoire était devenue une œuvre d'art. Pas parfaite, parfois chaotique, mais authentique. Les premiers mois n'avaient pas été faciles. L'adaptation à New York, à son nouveau travail chez Morel International, les différences culturelles, les moments de doute. Élodie S. était parfois demandé si elle n'avait pas commis la plus belle erreur de sa vie. Mais Guillaume était resté patient. Il l'avait aidé à installer son nouveau studio dans le quartier de Brooklyn, l'avait présenté aux galeries new-yorkaises, avait organisé sa première exposition américaine. Et surtout, il avait tenu sa promesse. Plus de mensonges, plus de secrets. « Au fait, » dit-il en lui tendant une lettre, « Théophile t'a écrit. » Élodie ouvrit l'enveloppe avec un sourire. Son ami parisien lui donnait des nouvelles de son ancien quartier, de son atelier repris par une jeune sculptrice, de la vie qui continuait sans elle, mais qui gardait sa trace. « Hello, ta dernière expo fait le buzz ici aussi. New York Through Parisian Eyes cartonne dans toute l'Europe. Tu es devenue une star, ma belle. Et d'après les photos que tu m'envoies, Guillaume te rend visiblement heureuse. Même si ça me tue de l'admettre, il a l'air d'un type bien. PS, j'ai reçu une invitation pour votre mariage. » « Votre mariage? Tu ne m'avais rien dit, traîtresse. » Élodie éclata de rire et tendit la lettre à Guillaume. « Tiens, ton futur beau-frère de cœur te donne sa bénédiction. » Il était temps. Guillaume rit aussi. J'avais peur qu'il ne prenne le premier avion pour venir me casser la figure. Il l'aurait fait, crois-moi. Guillaume redevint sérieux et prit ses mains dans les siennes. Élodie, à propos du mariage. Oui,
Es-tu sûr de vouloir m'épouser? Vraiment sûr? Nous pouvons encore attendre, si tu préfères. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Guillaume Morel, tais-toi. Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux construire une vie avec toi. Oui, je veux vieillir à tes côtés et continuer à voir le monde à travers tes yeux. Même si je suis parfois trop perfectionniste. Même si tu ranges mes pinceaux par taille et par couleur. Ça, même si je travaille trop. Même si tu m'appelles à 3 heures du matin pour me dire que tu m'aimes quand tu rentres tard du bureau. Même si j'ai parfois encore des cauchemars à propos de Camille. Élodie se figea. Cette question-là était différente, plus lourde. Guillaume parlait rarement de Camille maintenant, mais elle savait que la cicatrice était encore là, qu'elle ferait toujours partie de lui. Surtout à cause de ça, dit-elle doucement. Parce que tes cauchemars font partie de toi, et que j'aime tout de toi, et parce que Camille t'a appris à aimer avec intensité. C'est grâce à elle que tu sais m'aimer comme tu m'aimes. Guillaume la regarda, les yeux brillants. Comment fais-tu ça? Quoi? Transformer tout en beauté. Même la douleur, même la culpabilité. C'est ce que font les photographes, sourit-elle. Nous capturons la lumière là où les autres ne voient que l'ombre. Il l'embrassa tendrement, puis se dirigea vers le salon. J'ai quelque chose pour toi. Il revint avec un paquet soigneusement emballé. Pour nos 6 mois. Élodie l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, un livre relié de cuir, sur la couverture, Notre histoire, par Guillaume et Élodie. Elle l'ouvrit. C était un album photo. Toutes les photos qu'elle avait prises de Guillaume depuis 6 mois, toutes celles qu'il avait prises d'elle, et même quelques-unes prises par des amis ou des passants, leur histoire en images. La première page, Guillaume sur le banc de la place des Vosges, 6 mois plus tôt. La dernière, eux deux sur cette terrasse new-yorkaise, ce matin même, prise avec le retardateur de son appareil. Entre les deux, leur amour qui grandissait, photo après photo. Guillaume, c'est magnifique. Regarde la dernière page. Elle tourna. Une photo d'eux deux, souriant, avec en arrière-plan la skyline de Manhattan. Et en bas, une inscription. L'amour ne se mesure pas en temps, mais en transformation. En 6 mois, nous avons appris que 2 âmes peuvent se reconnaître au premier regard et choisir de grandir ensemble pour l'éternité. New York, mars 2025. Élodie sentit les larmes monter à ses yeux. Tu es impossible, Guillaume Morel. Impossiblement amoureux de toi, Élodie Laurent. Ils restèrent enlacés sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur leur nouvelle ville, sur leur nouvelle vie. Au loin, la statue de la liberté brillait dans les derniers rayons, comme un symbole de tous les possibles qui s'ouvraient devant eux. Dans quelques semaines, ils se marieraient dans un petit café de Montmartre, là où Guillaume avait rencontré Camille des années plus tôt. Un lieu de mémoire transformé en lieu d'espoir. Et Élodie savait que cette histoire, leur histoire, ne faisait que commencer, car l'amour véritable n'a pas de fin. Il ne fait que se transformer, grandir, s'embellir, comme une photographie qui révèle sa beauté dans la chambre noire du temps. Auriez-vous eu le courage d'aimer quelqu'un ainsi? Et si c'était avec vous, auriez-vous fait le même choix? Que vous a appris cette histoire? Votre participation au canal est très importante, alors laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.